On dit qu'on ne connaît vraiment quelqu'un que lorsque l'argent entre en jeu. J'ai appris cette leçon à 57 ans, quand les larmes de ma belle-fille m'ont fait mettre à la porte de ma propre maison. Ces accusations semblaient crédibles. Sa peur paraissait réelle. Même la police s'est présentée. Je m'appelle Gareth Davenport. J'ai 57 ans. Et jusqu'à ce mardi soir à Columbus, Ohio, je pensais comprendre comment le monde fonctionnait. On se présente, on fait son travail, on traite les gens correctement, et en général, les choses finissent par s'arranger. J'avais passé 32 ans à assurer le bon fonctionnement de l'usine de traitement des eaux de la ville, veillant à ce que chaque foyer ait de l'eau propre coulant dans ses tuyaux. Un travail peu glamour, mais honnête. Le genre de travail qui vous laisse dormir la nuit en sachant que vous avez fait quelque chose qui comptait. 15 ans de mariage se sont terminés lorsque ma femme a cru au mensonge de ma belle-fille et m'a mis dehors. Sors d'ici. Tu n'as rien à faire ici, a crié Pamela ce soir-là, sa voix faisant trembler les murs de la cuisine. Je suis parti tranquillement, sortant directement dans la tempête sans discuter. 2 heures plus tard, le shérif a appelé. Quand je leur ai raconté ce qui s'était passé, ils sont restés silencieux. Ce silence m'en a dit plus que n'importe quel mot. Mais je m'emballe. Laissez-moi revenir au début, car la vérité est que j'aurais peut-être dû le voir venir. Il y avait peut-être des signes que j'ai ignorés, des signaux d'alarme que j'ai rationalisés parce que je voulais croire en la famille que j'avais construite. Ou peut-être que certaines personnes sont simplement programmées pour profiter des autres, et j'étais une cible facile. J'ai rencontré Pamela lors d'un repas partagé à l'église, 7 mois après la finalisation de mon divorce avec Jennifer. Jennifer et moi étions des amours de lycée qui avaient évolué en personnes différentes. Pas de drame, pas de trahison, juste 2 personnes qui avaient réalisé qu'elles fonctionnaient mieux en tant que coparents qu'en tant qu'époux. Nous nous sommes séparés, tout a été partagé équitablement, et nous sommes restés en bons termes pour nos enfants, Spencer et Olivia. Jennifer s'est remariée avec un homme bien nommé Michael, qui traitait bien mes enfants. Je respectais cela. Pamela semblait être une bouffée d'air frais à l'époque. Elle avait une façon de rire qui remplissait la pièce, qui vous donnait l'impression d'être la seule personne à qui elle voulait parler. Elle avait traversé sa propre période difficile, élevant sa fille Allison, principalement seule, après que le père d'Allison eut disparu quand la fille avait 6 ans. J'admirais sa résilience. Je pensais comprendre sa lutte. Allison avait 13 ans quand Pamela et moi nous sommes mariés. Une gamine silencieuse, toujours sur son téléphone, mais assez polie. Elle m'appelait Gareth au lieu de quoi que ce soit qui ressemble à « papa », ce qui me convenait. Je n'ai jamais essayé de remplacer son père. J'ai juste essayé d'être stable, fiable, quelqu'un sur qui elle pourrait compter si elle en avait besoin. Spencer et Olivia avaient déjà quitté la maison à ce moment-là. Spencer avait déménagé à Boston pour faire des études de droit, devenant finalement procureur fédéral. Olivia était partie à Seattle pour ses études de médecine, se spécialisant en chirurgie cardio-thoracique. Il rendait visite quand il le pouvait, appelait chaque semaine. De bons enfants devenus de bons adultes. Jennifer et Michael vivaient à 40 minutes, et nous nous réunissions tous pour les fêtes sans aucune gêne. C'était moderne, peut-être, mais ça fonctionnait. Les années avec Pamela se sont écoulées tranquillement. Nous nous sommes installés dans des routines, le genre qui rend la vie prévisible d'une manière réconfortante. Je partais pour l'usine à 5 heures du matin, rentrais vers 16 heures. Pamela travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire, s'occupant de la facturation et des réclamations d'assurance. Allison allait et venait, abandonnant l'université 2 fois, enchaînant des emplois dans la vente au détail qui ne semblaient jamais durer. Elle vivait avec nous pendant des mois, puis emménageait avec un petit ami, pour revenir quand les choses tournaient mal. Pamela la défendait toujours. Elle cherche sa voie, disait-elle chaque fois que je suggérais qu'Allison avait peut-être besoin de voler un peu plus de ses propres ailes. Je n'insistais pas. Ce n'était pas ma fille. Ce n'était pas à moi de décider. Ce mardi-là a commencé normalement. J'avais passé la matinée à dépanner un système de filtration qui n'arrêtait pas d'afficher des codes d'erreur. J'ai réglé le problème avant midi. Denny, mon frère aîné, a appelé pendant le déjeuner pour se plaindre du chien de son voisin qui déterrait ses plants de tomates. Des choses normales. J'ai pris mon sandwich au food truck devant l'usine. Je l'ai mangé en regardant la rivière couler près de l'installation. Le ciel devenait déjà gris, les nuages s'empilant comme si quelqu'un construisait un mur. Quand je suis rentré à la maison, les premières gouttes tombaient.
La voiture de Pamela était dans l'allée. Ainsi que la Honda déglinguée d'Allison, avec un pare-choc cabossé qu'elle n'avait jamais fait réparer. Je me souviens avoir ressenti cette petite pointe d'agacement. La venue d'Allison signifiait toujours quelque chose, problème d'argent, problème de petit ami, une crise quelconque à régler. Je suis entré par la porte latérale qui menait à la cuisine. Pamela était au fourneau, remuant quelque chose qui sentait la sauce tomate. Allison était assise à table, faisant défiler son téléphone, des écouteurs dans les oreilles. Elle n'a pas levé les yeux. « Salut », a dit Pamela, sa voix un peu tendue. Je l'ai remarqué, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Ça aurait pu être une longue journée de travail. Ça aurait pu être n'importe quoi. « Salut à toi », ai-je répondu en posant ma glacière sur le comptoir. La tempête arrive. Je sais. La météo a dit que ça pourrait être violent. Je me suis lavé les mains à l'évier, l'eau coulant sur mes doigts tandis que je regardais le jardin. L'érable que j'avais planté l'année de notre mariage se balançait dans le vent, ses feuilles montrant leur face argentée. C'est comme ça qu'on sait qu'une tempête approche. Allison a finalement retiré un écouteur. Gareth, a-t-elle dit, d'une voix neutre. Ni hostile, ni amicale, juste neutre. Je me suis retourné. Oui. Elle a regardé Pamela, puis de nouveau son téléphone. On doit parler après le dîner. Mon estomac s'est noué. Ces mots n'ont jamais mené à rien de bon, mais j'ai simplement hoché la tête. Bien sûr. Le dîner était des spaghettis. Nous avons mangé principalement en silence, avec juste le bruit des fourchettes contre les assiettes et le grondement sourd du tonnerre au loin. J'ai essayé de faire la conversation, j'ai demandé à Allison des nouvelles de son travail. Elle a haussé les épaules. J'ai demandé à Pamela comment s'était passée sa journée. Des réponses courtes. La tension dans cette cuisine était à couper au couteau. Et puis, juste au moment où je finissais mon assiette, Allison a posé sa fourchette et a prononcé les mots qui allaient faire voler ma vie en éclats. J'ai trouvé quelque chose sur mon ordinateur. Quelqu'un a accédé à mes comptes. J'ai regardé Allison, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Quelqu'un accède à tes comptes? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a sorti son téléphone, a tapoté l'écran plusieurs fois, puis l'a tourné vers Pamela, pas vers moi. Regarde, des tentatives de connexion depuis cette adresse. Plusieurs fois au cours des 2 dernières semaines. Pamela s'est penchée, son visage devenant pâle. Je me suis déplacé autour de la table pour voir, mais Allison s'est légèrement décalée, gardant l'écran orienté vers sa mère. Laisse-moi voir, ai-je dit en gardant ma voix calme. Allison a finalement tourné le téléphone vers moi. L'écran montrait ce qui ressemblait à un journal de sécurité, avec des horodatages et des adresses IP que je ne pouvais pas vérifier sans un examen plus approfondi. C'est notre réseau domestique, a-t-elle dit, sa voix tremblant juste assez pour paraître effrayée. Quelqu'un ici a essayé d'accéder à mes informations bancaires. Mon esprit est passé en mode résolution de problèmes automatiquement. Ça pourrait être un logiciel malveillant. Quelqu'un pourrait utiliser notre Wi-Fi. As-tu cliqué sur des liens étranges récemment? Ne fais pas ça, a-t-elle claqué. N'essaie pas de trouver des excuses comme si j'étais stupide. Je ne dis pas que tu es stupide. Je dis qu'il y a une douzaine de raisons pour lesquelles cela pourrait arriver qui n'impliquent personne dans cette maison délibérément. Il y a aussi des messages, a interrompu Allison. Elle a balayé l'écran pour montrer autre chose, dans mes emails. Des messages menaçants. La main de Pamela s'est portée à sa bouche. Quel genre de menace? Disant que je devrais faire attention. Que je ne mérite pas ce que j'ai. Que quelqu'un surveille tout ce que je fais. Les yeux d'Allison se sont remplis de larmes, sa voix se brisant. J'ai peur, maman. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Allison, je dois voir ces messages. Quoi? Elle m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Pour que tu puisses les effacer? L'accusation flottait dans l'air comme de la fumée. Pamela s'est levée lentement, nous regardant tour à tour. Allison, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que les tentatives de connexion viennent de cette maison. Je dis que les messages ont commencé juste après que j'ai dit à Gareth que je cherchais à nouveau des appartements. Sa voix devenait plus forte maintenant, plus confiante. Je dis que je ne me sens pas en sécurité ici. Ce dernier mot, en sécurité,
m'a frappé comme un marteau. Je l'avais déjà entendu utiliser. Je savais exactement quel poids il portait. Une fois que quelqu'un dit qu'il ne se sent pas en sécurité, chaque démenti sonne comme du gaslighting. Chaque explication sonne comme de la manipulation. Pamela, ai-je dit prudemment, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Mais ma femme ne me regardait plus. Elle regardait sa fille, les larmes coulant sur le visage d'Alison, le téléphone serré dans ses mains tremblantes. J'ai vu l'expression de ma femme passer de la confusion à quelque chose de plus dur, de protecteur et de féroce. Depuis combien de temps ça dure, a demandé Pamela à Alison à voix basse. 2 semaines, peut-être plus, a répondu Alison en essuyant ses yeux. Je ne voulais rien dire. Je ne voulais pas causer de problème, mais ce soir j'en ai trouvé un autre, et je n'en peux plus. Dehors, le tonnerre grondait de plus en plus près. La pluie a commencé à frapper les fenêtres en nappe. Je suis resté là, dans ma propre cuisine, à regarder ma belle-fille simuler la peur pendant que ma femme gobait chaque mot. Je n'ai pas touché à tes comptes, ai-je dit sèchement. Je ne saurais même pas comment y accéder. Alison a laissé échapper un rire amer. Tu travailles avec des systèmes de traitement des eaux. Tu comprends les réseaux et les ordinateurs mieux que quiconque. Le mot « par » est sorti de la bouche de Pamela comme le verdict d'un juge. Final, absolu. J'ai regardé ma femme depuis 15 ans, debout dans notre cuisine, les bras enroulés autour de sa fille, et je ne l'ai pas reconnue. La femme que j'avais épousée n'aurait pas tiré de conclusion hâtive. Elle aurait posé des questions, exigé des preuves, m'aurait donné une chance de me défendre. Mais cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Tu veux que je parte, ai-je dit lentement, en m'assurant d'avoir bien entendu. De notre maison, la maison que je paie depuis avant même notre rencontre? Pamela a tressailli mais n'a pas reculé. Je veux que tu partes. Juste pour ce soir. Jusqu'à ce qu'on puisse régler ça. Régler quoi? Je n'ai rien fait. J'ai gardé ma voix stable, mais mes mains tremblaient. Je les ai fourrées dans mes poches pour qu'ils ne les voient pas. Tu me mets dehors sur la base d'accusations que tu ne me laisses même pas examiner. Alison s'est rapprochée de sa mère. Je t'ai montré les messages. Je t'ai montré les registres de connexion. Tu as montré à ta mère, ai-je corrigé. Tu t'es assuré que je ne puisse pas bien voir, parce que tu aurais tout effacé. La voix d'Alison s'est élevée, les larmes coulant plus fort. Tu aurais couvert tes traces comme tu l'as fait depuis le début. Je me suis tourné vers Pamela, ignorant complètement Alison. Tu crois vraiment à ça? Tu penses vraiment que je menacerais ta fille? Les yeux de Pamela étaient humides maintenant, eux aussi. Je ne sais pas quoi croire, Gareth, mais elle a peur et je ne peux pas, sa voix s'est brisée. Je ne peux pas prendre le risque. S'il y a ne serait-ce qu'une chance. Il n'y a aucune chance, parce que je ne l'ai pas fait. J'ai entendu ma voix monter et je l'ai forcée à se calmer. Perdre mon sang-froid n'aurait fait qu'empirer les choses. Pamela, réfléchis. Quand est-ce que je t'ai donné une raison de douter de moi? Quand est-ce que j'ai été autre chose que droit avec toi? Elle a détourné le regard. Ça a fait plus mal que si elle m'avait giflé. Dehors, la tempête s'est déchaînée. La pluie martelait le toit. Le vent hurlait au coin de la maison. Un éclair a illuminé la cuisine d'un blanc cru pendant un battement de cœur. Le courant a vacillé, mais a tenu. Va-t'en, a murmuré Pamela. S'il te plaît, juste pour ce soir. Je suis resté là un instant de plus, attendant qu'elle change d'avis, qu'elle revienne à la raison, qu'elle se souvienne de qui j'étais. Mais elle fixait juste le sol, un bras autour d'Alison, qui sanglotait dans son épaule. Très bien, ai-je dit. Le mot avait un goût de cendre. Je m'en vais. Je me suis dirigé vers le porte-manteau près de la porte latérale et j'ai attrapé ma veste de travail, celle en toile épaisse avec les épaules renforcées. Mes clés étaient dans le bol sur le comptoir à côté de celles de Pamela. Je les ai ramassées, le métal froid contre ma paume. Gareth, a commencé Pamela. J'ai levé la main. Ne dis rien. Juste ne dis rien. Je suis sorti dans la tempête sans me retourner. La pluie m'a frappé comme un poing, trempant ma chemise en quelques secondes. J'ai couru jusqu'à mon camion, suis monté et j'ai claqué la portière. L'eau gouttée de mes cheveux, coulait sur mon visage. Je ne pouvais pas dire si c'était la pluie ou autre chose.
J'ai démarré le moteur et j'ai reculé dans l'allée. Dans le rétroviseur, je les ai vus à la fenêtre de la cuisine, Pamela tenant Allison, toutes deux me regardant partir. La maison brillait, chaude et sûre derrière elle. Ma maison, mon nom sur l'acte de propriété, et elle venait de me jeter dehors comme si je n'étais rien. J'ai conduit sans destination précise, suivant simplement les lignes blanches sur la route. Les essuie-glaces battaient un rythme qui correspondait à mon pouls. La radio jouait quelque chose de country et de triste. Je l'ai éteinte. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti à un feu rouge. Un SMS de Denis. La tempête s'aggrave. Ça va? J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Je peux squatter chez toi ce soir? Sa réponse est venue immédiatement. La porte est déverrouillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai en arrivant. Denis vivait dans une petite maison de plein pied dans l'ouest de Columbus, le genre de quartier où les gens s'occupent de leurs affaires mais vous saluent quand même quand vous passez en voiture. Je suis arrivé vers 21h30, les phares de mon camion perçant les rideaux de pluie. Il a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, m'a regardé et s'est écarté. Entre avant de te noyer. J'ai inondé son entrée. Denis a disparu et est revenu avec une serviette et un t-shirt sec. La salle de bain est au fond du couloir. Le café est prêt. Je me suis changé dans la salle de bain, me regardant dans le miroir au-dessus de son lavabo. J'avais l'air plus vieux que le matin même. Fatigué d'une manière que le sommeil ne pourrait pas réparer. Je me suis séché les cheveux, j'ai enfilé un t-shirt que Denis m'avait donné. Il y avait écrit « Columbus Clipper » dessus, une équipe de baseball qu'aucun de nous ne suivait. Quand je suis sorti, Denis m'a tendu une tasse de café, noir et assez fort pour décaper de la peinture. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine, le seul bruit étant celui de la pluie contre les fenêtres et le bourdonnement de son réfrigérateur. Alors, a finalement dit Denis, tu vas me le dire ou je dois deviner? Je lui ai tout raconté. Les accusations, les messages que je n'avais pas le droit de voir. Les larmes d'Allison, le choix de Pamela. Denis a écouté sans interrompre, son visage se durcissant à chaque détail. Quand j'ai fini, il s'est adossé et a laissé échapper un long soupir. C'est un coup monté. Je le sais. La question est pourquoi? Qu'est-ce qu'Allison gagne à te chasser? Je me suis posé la même question pendant tout le trajet. Je ne sais pas. On interagit à peine. Je paie les factures, je ne la dérange pas. Je ne lui fais pas de reproches sur le fait qu'elle ne travaille pas. Qu'est-ce que j'aurais à gagner à la harceler? Denis tapota des doigts sur la table. Pas ce que tu gagnes, mais ce qu'elle gagne. Tu as dit qu'elle avait mentionné chercher un appartement? Oui, il y a quelques semaines au dîner. Elle a dit qu'elle pensait enfin prendre son propre logement. Et qu'as-tu dit? J'ai réfléchi. Quelque chose comme c'est une bonne idée ou dis-moi si tu as besoin d'aide pour déménager. Je n'ai pas insisté. Franchement, j'étais soulagé qu'elle parle enfin de devenir autonome. Denis a hoché la tête lentement. Et la maison est à ton nom seul, n'est-ce pas? Tu me l'as dit quand tu l'as achetée. Oui. Après le divorce avec Jennifer, mon avocat m'a dit de garder les biens séparés. Bonne décision. Vraiment très bonne, en fait. Denis se pencha en avant. Donc, si Pamela divorçait, elle n'aurait aucun droit sur la maison. L'implication m'a frappé comme une douche froide. Tu penses qu'Allison essaie de me faire partir pour qu'elle puisse rester? Je pense que ta belle-fille a 31 ans, pas de travail, pas de perspective, et que tu viens de rembourser entièrement cette maison il y a 3 ans. C'est un arrangement plutôt sympa pour quelqu'un qui ne veut pas travailler. Mon téléphone a vibré sur la table. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Monsieur Davenport, ici l'officier Williams de la police de Columbus. Nous avons reçu une plainte ce soir concernant une dispute domestique. Nous aimerions vous poser quelques questions. Mon estomac s'est noué. Je vous écoute. Pouvez-vous me dire où vous êtes en ce moment, monsieur? Je suis chez mon frère. Pamela m'a demandé de partir, alors je suis parti. Il y a eu une pause. J'ai entendu des papiers se froisser. Et êtes-vous parti volontairement? Oui. Elle m'a demandé de partir et je suis parti. Sans dispute, sans confrontation. Une autre pause. Monsieur,
La plainte allègue que vous vous êtes livré à du harcèlement et à un comportement menaçant envers un membre du foyer. Est-ce exact? Non, ça ne l'est pas. J'ai gardé ma voix calme. J'ai été faussement accusé, officier. Je n'ai harcelé personne. Avez-vous accès à la résidence? C'était une question étrange. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. J'ai entendu de la frappe au clavier. Encore du froissement de papier. Quand l'officier Williams a repris la parole, son ton avait légèrement changé. Pouvez-vous confirmer que vous êtes le seul propriétaire de la propriété au 847 Ridgemont Drive? Oui. Je l'ai achetée en 2012. Elle est à mon nom seul depuis le premier jour. Une longue pause. Merci pour votre coopération, Monsieur Davenport. Nous vous contacterons si nous avons besoin d'informations supplémentaires. La ligne a été coupée. Denny me regardait. Ça avait l'air intéressant. Ils ont demandé si j'étais propriétaire de la maison. J'ai posé le téléphone, ma main plus stable maintenant. J'ai bien insisté sur le fait que c'était uniquement à mon nom. Eh bien, dit Denny, c'est quelque chose. Il pensait probablement débarquer et t'expulser de la maison de ta femme. Je parie que ça a changé le ton de la conversation. Le bureau de Lisa Thornton était situé au-dessus d'un café sur High Street, le genre d'endroit devant lequel on passe sans le remarquer. Pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil, juste son nom sur une plaque de laiton à côté d'un escalier étroit. L'odeur d'expresso et de pâtisserie fraîche m'a suivi dans les marches. Elle m'attendait dans son bureau. Une femme d'une quarantaine d'années, avec des yeux vifs et des cheveux grisonnants tirés en un chignon pratique. Sa poignée de main était ferme, professionnelle. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur une chaise en cuir en face de son bureau. Racontez-moi tout, a dit Lisa en sortant un bloc-notes jaune. Commencez par le début et n'omettez rien. Les détails ennuyeux sont souvent les plus importants. Alors, je lui ai raconté le dîner, l'accusation d'Allison, les messages que je n'avais pas eu le droit de voir, la croyance immédiate de Pamela, l'appel de la police. Lisa prenait des notes, hochant la tête de temps en temps, son stylo grattant le papier par brèves rafales. Quand j'ai fini, elle s'est adossée et a tapoté son stylo contre ses lèvres. D'accord, première chose. Vous avez bien fait de partir quand on vous l'a demandé. Ça montre que vous n'êtes ni agressif, ni conflictuel. Je n'avais pas l'impression d'avoir le choix. Vous n'en aviez pas, mais vous avez quand même fait le bon choix. Elle a feuilleté ses notes. La maison est uniquement à votre nom. Correct? Pas de copropriété, pas de refinancement avec son nom ajouté? Correct. Je l'ai achetée en 2012, un an avant notre mariage. Après mon divorce avec Jennifer, mon avocat m'a conseillé de garder les biens séparés. Avocat intelligent. Ça va vous sauver. Lisa a affiché quelque chose sur son ordinateur. Voici ce que nous allons faire. Je vais déposer une demande d'occupation exclusive. Puisque vous êtes le seul propriétaire et qu'il y a des allégations, vous avez le droit de contrôler qui reste dans votre propriété. Ma poitrine s'est serrée. Vous voulez dire les expulser? Je veux dire établir une occupation légale. Elles ne peuvent pas vous accuser de harcèlement et ensuite vivre gratuitement dans votre maison. Elle a tapé quelque chose. Nous allons aussi faire une vérification de crédit sur vous et Allison. Je veux voir s'il y a des magouilles financières qui pourraient expliquer son timing. Vous pensez qu'elle cache quelque chose? Je pense que les gens ne font généralement pas des accusations aussi graves sans motivation. Découvrons la sienne. Nous avons passé une autre heure à examiner des papiers. J'ai signé des formulaires, fourni des relevés bancaires, lui ai donné accès à mes dossiers financiers. Lisa travaillait méthodiquement, posant des questions pointues, prenant plus de notes. Une dernière chose, a-t-elle dit alors que je m'apprêtais à partir. Ne contactez ni Pamela ni Allison. Pas de SMS, pas d'appel, pas de mail, rien. Tout passe par moi maintenant. Et si Pamela essaie de me contacter? Transférez-le-moi. Ne répondez pas, l'expression de Lisa s'est légèrement adoucie. Je sais que c'est difficile, mais en ce moment, tout ce que vous direz peut être déformé. Le silence n'est pas une faiblesse, Monsieur Davenport. C'est une stratégie. Je suis retourné chez Denny, me sentant à la fois mieux et pire. Mieux, parce que j'avais quelqu'un qui se battait pour moi. Pire,
Parce qu'avoir une avocate rendait tout cela réel d'une manière que ça ne l'avait pas été auparavant. Denny était dans son garage quand je suis arrivé, travaillant sur une vieille tondeuse à gazon. Il a levé les yeux quand je suis entré. Comment ça s'est passé? Elle dépose une demande d'occupation exclusive. Elle veut faire des vérifications de crédit. Denny a grogné. Bien. Cette fille cache quelque chose. Mon téléphone a vibré. Spencer. Mon fils appelait de Boston. Je lui avais envoyé un SMS plus tôt avec les grandes lignes de ce qui s'était passé. Papa, a dit Spencer quand j'ai répondu. Je suis en conférence téléphonique, mais j'ai 10 minutes. Es-tu en sécurité? Je suis chez oncle Denny. Je vais bien. Bien. Écoute, j'ai passé quelques appels. J'ai un ami à la police de Columbus. Il va se renseigner discrètement sur la plainte. S'assurer que tout est documenté correctement. Spencer, tu n'as pas à faire ça. Papa, je suis procureur fédéral. Je sais comment ces choses peuvent mal tourner rapidement. Laisse-moi aider. Sa voix était ferme, le même ton qu'il utilisait au tribunal. Et j'ai déjà parlé à Olivia. Elle est furieuse. Elle voulait prendre l'avion immédiatement, mais je lui ai dit d'attendre d'avoir plus d'informations. Olivia, ma fille, la chirurgienne cardiaque qui avait hérité du tempérament de sa mère et de mon entêtement. Dis-lui que je vais bien. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Trop tard pour ça, mais je lui dirai que tu gères la situation. Spencer a fait une pause. Papa, encore une chose. Ne sois pas surpris si Allison ou Pamela essaient de te contacter. Elle pourrait jouer la carte de la pitié, essayer de te faire revenir pour discuter. Lisa a dit de ne répondre à rien. Ton avocate a raison. Documente tout. Ne réponds à rien. Nous laisserons la vérité éclater d'elle-même. Après que Spencer ait raccroché, je suis resté assis un long moment dans l'allée de Denny, fixant mon téléphone. Mes enfants serraient les rangs, prêts à se battre pour moi. Ça aurait dû me réconforter. Au lieu de ça, ça rendait juste toute la situation plus réelle, plus permanente. 3 jours ont passé. 3 jours à vivre avec un sac de sport chez Denny, à aller au travail en essayant d'agir normalement, à revenir dans une maison qui n'était pas la mienne, et à rester éveillé sur un lit d'invité en pensant à tout ce que j'avais perdu. Puis Lisa a appelé. Monsieur Davenport, vous devez venir à mon bureau maintenant. L'urgence dans sa voix m'a fait bouger. J'y étais en 20 minutes. Lisa avait des papiers étalés sur son bureau, son écran d'ordinateur montrant ce qui ressemblait à des rapports de crédit. Asseyez-vous, a-t-elle dit. Je me suis assis. Lisa a tourné son moniteur vers moi. Ceci est le rapport de crédit d'Allison. Ou plutôt, ce qui a été fait en votre nom. Mon estomac s'est noué en parcourant l'écran. Des cartes de crédit de magasins que je n'avais jamais ouvertes. Un prêt personnel que je n'avais jamais demandé. Une ligne de crédit dans un magasin de meubles où je n'avais jamais mis les pieds. Tout était lié à mon adresse. Certains déjà en recouvrement. Elle a utilisé mes informations, ai-je demandé, la voix creuse. Pas seulement utilisé. Elle a systématiquement commis une usurpation d'identité depuis au moins 6 mois. Lisa a affiché un autre écran. Regardez les dates. La plupart de ses comptes ont été ouverts juste après qu'elle a réemménagé avec vous l'automne dernier. J'ai fixé les chiffres. Des milliers de dollars. Des cartes au maximum. Des paiements manqués. Mon score de crédit chutant comme une pierre. Il y a plus. Lisa m'a tendu un email imprimé. C'est d'un détective privé que j'ai engagé. Très discret. Très bon dans son travail. Il surveille votre maison. J'ai lu l'email. Allison avait reçu des visiteurs. Un homme nommé Tran Holloway, 38 ans, avec un casier judiciaire dans 2 États. Fraude, usurpation d'identité, escroquerie sentimentale. Il était venu chez moi 4 fois la semaine passée. Toujours quand Pamela était au travail. Elle travaille avec quelqu'un, ai-je dit lentement. Elle travaille avec un escroc professionnel. Lisa a affiché une photo sur son téléphone. Un type avec les cheveux gominés et le genre de sourire qui vend des voitures d'occasion. Tran Holloway se spécialise dans le ciblage des femmes avec des ressources familiales. Il se rapproche, comprend la situation du ménage, puis ils travaillent ensemble pour maximiser ce qu'ils peuvent prendre.
Ma main tremblait. Je l'ai posée à plat sur le bureau pour l'arrêter. Donc, l'accusation était conçue pour vous faire sortir de la maison avant que vous ne découvriez ce qu'elle faisait. Si vous étiez resté, si vous aviez commencé à poser des questions sur ses finances ou remarqué une activité inhabituelle, elle risquait d'être démasquée. La voix de Lisa était douce mais ferme. Elle ne voulait pas que vous partiez parce qu'elle avait peur. Elle avait besoin que vous partiez parce que vous étiez sur son chemin. J'ai pensé aux larmes d'Allison. À la façon dont elle tremblait en m'accusant. La performance avait été impeccable, et j'avais failli y croire. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Nous documentons tout. Nous déposons une plainte à la police pour usurpation d'identité. Nous envoyons des copies au bureau du procureur. Lisa a commencé à organiser des papiers dans des dossiers. Et nous nous préparons pour l'effondrement de ce château de cartes. Parce qu'il s'effondrera, Monsieur Davenport. Les gens comme Allison et Tran deviennent négligents. C'est toujours le cas. Ce soir-là, Spencer a rappelé. Je lui ai dit ce que Lisa avait trouvé. Il a écouté en silence. Le genre de silence qui signifiait qu'il pensait déjà 3 coups à l'avance. Papa, je prends l'avion demain. J'ai des jours de vacances à prendre. Spencer, tu n'as pas à le faire. Si, je le dois. Ce n'est plus seulement de la fraude. C'est de la conspiration, de l'usurpation d'identité, et peut-être plus. Je veux être là quand ça va exploser. Il a fait une pause. Et je veux regarder Allison dans les yeux quand elle réalisera qu'elle va en prison. Après avoir raccroché, j'ai appelé Olivia. Elle a répondu à la première sonnerie. Papa. Spencer m'a tout dit. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute, chérie. Je sais, mais j'aurais dû voir quelque chose. Noël dernier, quand j'étais là, Allison n'arrêtait pas de poser des questions bizarres sur ton travail, sur la maison, sur les polices d'assurance. Je pensais qu'elle faisait juste la conversation. La voix d'Olivia était tendue par la colère. J'aurais dû savoir qu'elle pêchait des informations. Personne ne l'a vu venir. Elle était douée. Était est le mot-clé. Quand j'aurai fini, elle regrettera d'avoir jamais entendu ton nom. Ma fille, toujours prête à se battre pour les gens qu'elle aimait. Spencer est arrivé de Boston un vendredi après-midi, portant une mallette en cuir et arborant la même expression déterminée qu'au tribunal. Il m'a serré fort dans ses bras dans l'allée de Denny, puis s'est reculé et m'a examiné comme pour vérifier les dégâts. Tu as l'air fatigué, papa. Je suis fatigué. Bien. Fatigué signifie que tu te bats. Il a pris son sac de voyage dans la voiture de location. Passons en revue tout ce que Lisa a trouvé. Je veux tout voir. Nous avons étalé les documents sur la table de la salle à manger de Denny, rapport de crédit, relevé bancaire, photo du détective privé, tout ce que Lisa avait compilé. Spencer a tout examiné méthodiquement, son esprit de procureur cataloguant les preuves, établissant des liens. C'est béton, a-t-il dit après 1 heure. Usurpation d'identité, fraude, conspiration. Si je poursuivais cette affaire, ce serait un cadeau. Elle ne pensait pas se faire prendre, ai-je dit. La plupart des criminels ne le pensent pas. C'est pour ça qu'ils sont des criminels. Spencer a sorti son téléphone. Mon ami de la police de Columbus m'a rappelé. Ils prennent ton cas au sérieux maintenant. Une fois qu'ils ont vu les dossiers financiers, tout a changé. Ils montent une enquête pour fraude. Et la plainte pour harcèlement? Toujours au dossier, mais plus personne ne la prend au sérieux. Pas quand il y a 85 000 $ de charges frauduleuses liées à ton identité. Spencer a levé les yeux. Papa, ça va exploser. Quand ils arrêteront Tran, il balancera Allison. Quand ils arrêteront Allison, elle essaiera peut-être de balancer Pamela. Ma poitrine s'est serrée. Tu penses que Pamela savait? Je pense que Pamela a choisi de croire un mensonge parce que c'était plus facile que d'admettre que sa fille est une criminelle. Qu'elle ait activement participé ou simplement fermé les yeux, les tribunaux en décideront. La voix de Spencer s'est adoucie. Je sais que tu tiens encore à elle, mais elle t'a mis dehors, papa. Elle a choisi Allison plutôt que toi sans même demander ta version des faits. Il avait raison. Cette vérité faisait mal, mais c'était la vérité. Le lendemain matin, Lisa a appelé. Monsieur Davenport, le FBI a arrêté Tran Holloway à Cleveland la nuit dernière. Il essayait de monter à bord d'un vol pour le Mexique.
Mon cœur s'est mis à battre la chamade. A-t-il parlé? Il demande déjà un accord. C'est ce qu'ils font généralement face à des accusations fédérales. La voix de Lisa était nette, professionnelle. Le procureur veut vous rencontrer lundi matin. Il monte un dossier et vous êtes la victime ici. Ils auront besoin de votre témoignage. J'y serai. Une dernière chose. Le tribunal a approuvé notre demande d'occupation exclusive. Le shérif signifiera l'avis à Pamela et Allison lundi après-midi. Je me suis assis lourdement sur le canapé de Denny. Ça arrivait vraiment. Après tout ce qu'elles avaient fait, après tous les mensonges, la justice se mettait enfin en marche. Spencer me regardait depuis le seuil de la cuisine. Le FBI l'a eu. J'ai hoché la tête. Bien. Les dominos commencent à tomber. Cet après-midi-là, Olivia a appelé. Papa, je prends l'avion demain. Ne discute pas. J'ai déjà organisé mon remplacement à l'hôpital. Chérie, tu n'as pas besoin d'eux. Si, j'en ai besoin. Spencer est là. Je devrais y être aussi. Sa voix était ferme. D'ailleurs, je veux être là quand ils signifieront cet avis. Je veux voir le visage d'Allison quand elle réalisera qu'elle a perdu. Dimanche soir, Olivia est arrivée. Elle m'a serré dans ses bras encore plus fort que Spencer. Et quand elle s'est reculée, il y avait des larmes dans ses yeux. Je suis tellement désolé que ça te soit arrivé, a-t-elle dit. Ce n'est pas ta faute. Je sais, mais j'aurais dû voir quelque chose. Elle m'a toujours mise mal à l'aise. Olivia a essuyé ses yeux. Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu es là. C'est suffisant. Lundi matin est arrivé, froid et clair. Spencer, Olivia et moi avons rencontré la procureure, une femme vive nommée Rachel Hendricks, spécialisée dans les crimes financiers. Elle nous a expliqué ce qui allait se passer. Nous accusons Allison Davenport d'usurpation d'identité, de fraude électronique et de conspiration, a-t-elle dit. Tran Holloway coopère pleinement. Il nous a déjà donné un témoignage détaillé sur la façon dont ils ont planifié cela, comment ils vous ont ciblé spécifiquement. Pourquoi moi, ai-je demandé. Parce que vous étiez une cible facile. Revenu stable, bon crédit, une maison avec de la valeur, et parce qu'Allison y avait accès. L'expression de Rachel était sympathique mais professionnelle. Monsieur Davenport, ce genre de personnes abusent de la confiance. Vous n'avez rien fait de mal, sauf croire en la famille. À 14 heures, la voiture du shérif s'est garée devant ma maison sur Ridgemont Drive. J'étais garé plus loin dans la rue avec Spencer et Olivia, observant à distance. Lisa nous avait conseillé de rester en retrait. Laissez la loi s'en occuper. Le shérif s'est approché de la porte, a frappé, a attendu. Pamela a répondu. Même de loin, j'ai pu voir son visage pâlir alors qu'il lui tendait les papiers. Puis Allison est apparue derrière elle. Le shérif a dit quelque chose. La bouche d'Allison s'est ouverte dans ce qui ressemblait à un cri. Ça y est, a dit Spencer doucement. C'est le moment où elle réalise qu'elle est finie. L'avis d'expulsion leur donnait 72 heures pour quitter les lieux, 3 jours pour emballer leurs affaires et quitter la maison que j'avais achetée, la vie que j'avais construite. Lisa a dit que c'était la procédure standard, que le tribunal était généreux compte tenu des circonstances. J'ai passé ces 3 jours chez Denny, essayant de travailler, de dormir, existant principalement dans un étrange entre-deux entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. Le deuxième jour, Pamela a appelé. J'ai fixé son nom sur l'écran de mon téléphone, me souvenant des instructions de Lisa. Pas de contact. J'ai transféré l'appel à Lisa et envoyé un SMS à Spencer. Elle a appelé, ai-je écrit. Ne réponds pas, a-t-il répondu immédiatement. Laisse l'avocate s'en occuper. Pamela a appelé 4 autres fois ce jour-là. A laissé des messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Envoyé des SMS que je n'ai pas lus. Le soir, Lisa m'a transféré un message. Madame Davenport veut vous rencontrer. Elle dit qu'elle n'était pas au courant de la fraude. Dois-je organiser cela? J'ai montré le SMS à Spencer et Olivia. Nous étions assis dans le salon de Denny, la télé allumée, mais personne ne la regardait. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Olivia. Je veux savoir si elle ne savait vraiment pas, ai-je admis. Je veux la regarder dans les yeux et l'entendre le dire. Spencer a froncé les sourcils.
Papa, ça pourrait être un piège. Elle pourrait t'enregistrer, essayer de te faire dire quelque chose qu'elle peut utiliser. Quel essai? Je n'ai rien fait de mal. Lisa a organisé la rencontre pour le lendemain matin dans son bureau. Terrain neutre, avec Lisa présente comme témoin. Pamela est venue seule, l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vue. Ses yeux étaient rouges, son visage tiré. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de conférence de Lisa. Le silence était lourd, suffocant. Je ne savais pas, a finalement dit Pamela, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je te le jure, Gareth. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. Mais tu l'as cru quand elle m'a accusé. Pamela a tressailli. C'est ma fille. Elle pleurait. Elle avait peur. Elle mentait. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Et tu as choisi de croire son mensonge au lieu de faire confiance à l'homme avec qui tu étais marié depuis 15 ans. Des larmes ont coulé sur les joues de Pamela. Je sais. Je sais que j'ai eu tort, mais c'est ma fille, Gareth. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu étais censé poser des questions. Tu étais censé exiger des preuves. Tu étais censé te souvenir de qui je suis. Je me suis penché en avant. As-tu, ne serait-ce qu'une fois, arrêté de penser que je disais peut-être la vérité? Elle a détourné le regard. C'est ce que je pensais. Je me suis rasseoir. Tu m'as mis dehors en pleine tempête sur la base d'accusations que tu n'as jamais vérifiées. Tu as changé les serrures de ma maison. Tu m'as dénoncé à la police. Et maintenant que tout s'effondre, maintenant qu'Alison va en prison pour ce qu'elle a fait. Tu veux que je... Quoi? Que je te pardonne? Que je te reprenne? Je veux que tu comprennes. Je comprends parfaitement. Je comprends que lorsque c'était le plus important, tu l'as choisie elle plutôt que moi. Même si elle mentait, même si je ne t'avais jamais donné de raison de douter de moi. Je me suis levé. C'est fini, Pamela. La maison est à moi. Le mariage est terminé, et je veux que tu sois partie d'ici demain. Pamela a sangloté. S'il te plaît, Gareth. Ne fais pas ça. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi. J'ai regardé Lisa. Avons-nous terminé ici? Lisa a hoché la tête. Je suis sorti sans me retourner. Spencer et Olivia attendaient dans le couloir. Aucun d'eux n'a rien dit, ils se sont juste mis à mes côtés alors que nous quittions le bâtiment. Dehors, l'air de novembre était froid et pur. J'ai pris une profonde inspiration, l'ai expirée lentement. Ça va? A demandé Olivia. Oui, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je crois que oui. Ce soir-là, je suis passé devant ma maison une dernière fois. La voiture de Pamela était toujours là, les lumières allumées à l'intérieur. Je pouvais voir des ombres bouger derrière les rideaux, emballant, se préparant à partir. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas justifié. Je me sentais juste fatigué, triste, et prêt à ce que ce chapitre se termine. Le lendemain, elles étaient parties. La voiture du shérif était garée au bord du trottoir par un froid mardi matin de décembre, 3 semaines après que Pamela et Alison aient quitté les lieux. Je me tenais sur le trottoir devant ma maison, les mains dans les poches de ma veste de travail, regardant la portière de la voiture de police s'ouvrir. L'adjoint du shérif Matthews est sorti, un dossier sous le bras, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. De l'autre côté de la rue, Madame Reynolds avait son rideau tiré. 2 autres voisins se tenaient sur leur porche, une tasse de café à la main. Le quartier avait fini par savoir ce qui s'était réellement passé, les mensonges, la fraude, la crise fabriquée de toutes pièces. Les gens qui avaient évité mon regard pendant des semaines me saluaient maintenant de la tête quand ils me voyaient. L'adjoint a remonté mon allée avec détermination. Je l'avais appelé plus tôt ce matin-là, lui disant que je voulais être présent lorsque les derniers papiers seraient signifiés. Lisa avait approuvé. Elle avait dit que c'était mon droit. Monsieur Davenport, a dit l'adjoint Matthews en me tendant la main. Le jugement final a été rendu hier. La propriété est légalement et exclusivement vôtre. Toutes les réclamations contestées ont été rejetées. J'ai serré sa main, sentant le poids solide de ses mots s'installer en moi. Merci, adjoint. Il y a plus. Il a ouvert son dossier. Alison Davenport a été arrêtée hier après-midi.
Les marshals fédéraux l'ont interpellée dans un motel à Cincinnati. Elle est accusée d'usurpation d'identité, de fraude électronique, de conspiration et d'obstruction. Son petit ami a déjà témoigné contre elle en échange d'une peine réduite. Ma poitrine s'est serrée, non pas de satisfaction, mais de quelque chose de plus complexe. Un mélange de soulagement et de tristesse. La justice mêlée au goût amer de la trahison. Et Pamela, ai-je demandé. Aucune charge. L'enquête a déterminé qu'elle n'était pas une participante active dans la fraude. Cependant, elle coopère pleinement avec les procureurs. L'expression de l'adjoint Matthews s'est légèrement adoucie. Pour ce que ça vaut, elle est dévastée. Elle a perdu sa fille en prison, perdu son mariage, perdu sa maison. C'est une conséquence suffisante pour certaines personnes. J'ai pensé à Pamela, à la femme que j'avais épousée 15 ans plus tôt, qui riait de mes blagues nulles et m'avait fait croire aux secondes chances. Puis j'ai pensé à la femme qui m'avait crié de sortir, qui avait choisi un mensonge plutôt que 15 ans de vérité. Oui, ai-je dit doucement. Je suppose que oui. L'adjoint m'a tendu les papiers. Vous êtes libre et quitte de tout, monsieur Davenport. La maison est à vous. Les dettes créées en votre nom ont été annulées, et votre crédit est en cours de rétablissement. Le tribunal a également ordonné une restitution, bien que, de manière réaliste. Vous ne verrez pas la majeure partie de cet argent. L'argent ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est que mon nom soit lavé. Il l'est. Complètement. L'adjoint Matthews a touché son chapeau. Bonne journée, monsieur. Il est retourné à sa voiture et est parti. Je suis resté là sur ma pelouse, le vent de décembre me transperçant la veste, et j'ai senti le poids de 3 mois se soulever de mes épaules. Spencer et Olivia sont sortis de la maison où ils attendaient à l'intérieur. Ils avaient tous deux pris une semaine de congé pour être là pour ce moment. C'est fini, a demandé Olivia. C'est fini. Allison est arrêtée. La maison est à moi. C'est terminé. Spencer a posé sa main sur mon épaule. Comment te sens-tu? J'ai regardé ma maison, la porte que j'avais franchie 1 millier de fois, les fenêtres qui avaient brillé de chaleur pendant tant d'hiver. Comme si je pouvais respirer à nouveau. Cet après-midi-là, Jennifer a appelé. Ma première femme, qui avait suivi l'affaire par l'intermédiaire de Spencer et Olivia. Garrett, je voulais juste te dire que je suis désolé que ça te soit arrivé, et je suis contente que ce soit fini. Merci, Jen. Ça compte beaucoup. Tu méritais mieux que ce que Pamela a fait. Tu as toujours mérité mieux. Elle a fait une pause. Michael et moi organisons le dîner de Noël chez nous. Les enfants seront là. Tu devrais venir. Tu ne devrais pas être seul pour les fêtes. L'invitation m'a pris par surprise. Je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas. Tu fais partie de la famille. Ce n'est pas parce que nous sommes divorcés que nous cessons de nous soucier de toi. Sa voix était chaude, sincère. D'ailleurs, les petits-enfants n'arrêtent pas de demander après Papy Garrett. Ma gorge s'est serrée. J'y serai. Merci. Après avoir raccroché, j'ai parcouru ma maison, pièce par pièce. Elle était vide maintenant, juste des murs et des sols nus. Pamela avait emporté la plupart des meubles, laissant des vides là où notre vie commune se trouvait. Mais ce ne sont que des choses. Les fondations de la maison étaient toujours solides, toujours miennes. Je pouvais recommencer. Je pouvais remplir ces pièces de nouveaux souvenirs, de meilleurs. Ou je pouvais la vendre, passer complètement à autre chose, trouver un endroit sans fantôme. Quoi qu'il en soit, j'étais libre de choisir. Cette liberté valait plus que tout ce que j'avais perdu. 8 mois après ce matin de décembre, je me tenais dans la même maison, mais elle ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle avait été. De la peinture fraîche sur les murs, de nouveaux meubles choisis avec soin, des photos de Spencer et Olivia et de leur famille dispersées un peu partout. La cuisine avait été rénovée. La moquette remplacée par du parquet. Chaque trace de Pamela et Allison avait été effacée, remplacée par quelque chose d'authentiquement mien. Denny était dans la cuisine, se plaignant avec bonhomie de la cafetière sophistiquée que j'avais installée. Ce truc a plus de boutons que ma première voiture. Ce n'est pas si compliqué, ai-je crié depuis le salon où j'accrochais un nouveau cadre photo. Une photo de Noël. Toute la famille réunie chez Jennifer et Michael. Les enfants de Spencer,
le futur mari d'Olivia, qu'elle avait commencé à fréquenter au printemps. Nous tous ensemble, souriant pour de vrai. La sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Lisa Thornton, une bouteille de vin à la main et un sourire sincère. Cadeau de pendaison de crémaillère, a-t-elle dit en me l'attendant. Je me suis dit que vous l'aviez bien mérité. Vous n'aviez pas à venir jusqu'ici. Vous plaisantez? Je devais voir ce que vous aviez fait de l'endroit. Elle est entrée, a regardé autour d'elle et a hoché la tête avec approbation. C'est bien, Gareth. Vraiment bien. L'après-midi s'est rempli de monde. Spencer et sa famille sont venus de Boston. Olivia a amené son fiancé, un ingénieur logiciel qu'elle avait rencontré lors d'une conférence médicale et qui la faisait rire comme elle le méritait. Jennifer et Michael sont venus, apportant des gratins et de la chaleur. Même quelques voisins se sont arrêtés, ceux qui m'avaient soutenu dans les pires moments. Nous avons rempli ma maison de conversation, de rire et de l'odeur de la bonne nourriture. Elle semblait vivante d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été avec Pamela. Je me sentais chez moi. Plus tard, alors que le soleil se couchait et que les gens commençaient à partir, Spencer m'a trouvé sur le porche arrière. Je regardais le ciel viré à l'orange et au violet, l'érable que j'avais planté des années auparavant se balançant doucement. Tu t'en es bien sorti, papa, a dit Spencer en se tenant à côté de moi. Traverser une épreuve comme celle-ci, ça brise certaines personnes, mais tu n'as pas craqué. Tu as failli plusieurs fois, mais tu as tenu bon. C'est ça qui compte. Il a fait une pause. As-tu des nouvelles d'Alison? Elle a plaidé coupable le mois dernier. Elle a pris 7 ans au fédéral. Elle en purgera la majeure partie. J'ai pris une profonde inspiration. Pamela m'a écrit une lettre. Lisa l'a transmise. Une longue lettre d'excuses. Beaucoup de regrets. Elle a demandé si nous pouvions parler. Que as-tu dit? Rien. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé mon fils. Certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. On apprend juste à vivre sans. Spencer a hoché la tête. Et Pamela? Aux dernières nouvelles, elle a déménagé dans le Kentucky pour se rapprocher de sa sœur. Elle a perdu son travail, tout perdu. Elle a fait son choix, et elle en subit les conséquences. Tu penses à elle parfois? Oui, mais pas comme avant. Maintenant, c'est juste la reconnaissance qu'elle a existé dans ma vie. Rien de plus. Olivia est sortie pour nous dire que le dessert était prêt. Nous sommes rentrés, retournant à la chaleur, au bruit et aux gens qui m'avaient soutenu quand ça comptait. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis dans mon salon avec une tasse de café, contemplant ma vie reconstruite. J'avais perdu 15 ans avec quelqu'un qui ne les méritait pas. J'avais perdu de l'argent, du temps, la tranquillité d'esprit. Mais j'avais aussi gagné quelque chose. La clarté sur ce qui comptait vraiment, sur qui était vraiment là quand les choses se sont effondrées. Mes enfants avaient traversé le pays pour être à mes côtés. Mon ex-femme m'avait ouvert sa maison pour les fêtes. Mon frère m'avait donné un endroit où atterrir. Mon avocate s'était battue pour moi quand j'étais trop fatigué pour me battre moi-même. C'étaient ces personnes qui comptaient. C'étaient ces relations qui valaient la peine d'être entretenues. J'ai pris mon téléphone et envoyé un SMS groupé à Spencer et Olivia. Merci pour aujourd'hui. Merci pour tout. Je vous aime tous les deux. Les réponses sont arrivées immédiatement. Des cœurs, de l'amour et des promesses de revenir bientôt. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de moi, dans ma maison. Mon foyer, durement gagné, durement mérité, et enfin entièrement à moi. Certains pourraient dire que j'ai perdu à la fin. Perdu mon mariage, des années de ma vie, l'avenir que j'avais prévu. Mais assis là cette nuit-là, entouré de preuves d'un amour et d'une loyauté réelle, je connaissais la vérité. Je n'avais rien perdu d'essentiel. J'avais simplement fait le ménage, balayant ce qui n'avait pas d'importance pour faire de la place à ce qui en avait. Et ce n'était pas une défaite. C'était une victoire, de la seule manière qui compte vraiment.